Amir Weitman, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin pour essayer de nous donner le pouls de la campagne électorale du côté du Likoud. Je rappelle que vous êtes le président du groupe des libéraux au sein du Likoud et nous sommes à moins de 4 semaines des élections et le moins que l'on puisse dire c'est que bien, cette campagne électorale n'intéresse pas grand monde en tout cas. Et la question que je vous pose, on a vu Binyamin Netanyahou hier reprendre son bâton de pèlerin dans les meetings électoraux, en faire même plusieurs pendant la même soirée. Est-ce que vous avez le sentiment que cet électorat du Likoud sort d'une certaine torpeur comme il avait fait au moment des primaires il y a quelques semaines, ou bien tout est bien trop calme pour lui? Écoutez, je crois qu'on peut pas nier qu'il y a véritablement un sentiment de lassitude. Ce sont les 3e élections en un an nationales, en plus des élections locales qui avaient eu lieu en octobre et en novembre 2018, si je ne m'abuse. Oui. Donc, ça fait quand même 4 fois en un peu plus d'un an. Ça commence à faire beaucoup. Les gens en ont franchement marre. Donc, je peux parfaitement comprendre qu'on ait un sentiment de torpeur. La question, évidemment, ça, on aura une réponse seulement a posteriori, c'est est-ce qu'en fin de compte, les gens vont aller voter. Je pense que la clé des élections, elle est très largement là. Le pourcentage de participation. Alors, est-ce que si les gens ne vont pas voter, parce que on a lu on va dire la feuille de route de la campagne électorale du Likoud qui entend se focaliser sur sur près de 200 000 électeurs qui ne sont pas allés voter justement en septembre dernier, et même se focaliser entre autres, et on dira un mot de cela, sur la communauté francophone. Mais pourquoi finalement les gens ne prennent pas conscience, on va dire, au sein de l'électorat de droite du danger qui guette, on va dire, Binyamin Netanyahou, qui, s'il n'est pas réélu, va disparaître de la scène politique, et le Likoud risque de se retrouver dans l'opposition. Pourquoi finalement, expliquez-nous pourquoi finalement ça ne bouge pas plus que cela. Écoutez, si j'avais une réponse satisfaisante à votre question, je crois que je serais maintenant en train de gérer la campagne du Likoud. Je n'ai pas de réponse claire. Moi, franchement, je ne comprends pas où sont passés tous les gens qui en avril de l'année dernière, donc aux premières élections, en fait, avaient donné une majorité à la droite. Alors, on avait perdu la majorité pour 1400 et quelques voix, si vous vous souvenez bien. Mais bon, on avait quand même une majorité confortable. Et je ne sais pas très bien où sont passés tous ces gens, pour vous dire la vérité. Est-ce que peut-être ils se sont fait une raison et qu'ils considèrent que même si Binyamin Netanyahou a effectivement apporté beaucoup à l'État d'Israël, il est sous le coup de plusieurs inculpations, qu'il va être traduit devant la justice tout de suite après les élections, son procès devrait débuter, et que finalement, ils ne conçoivent pas qu'un Premier ministre puisse rester en fonction alors qu'il est sous le coup de tels chefs d'accusation? Eh bien, ma foi, c'est parfaitement possible qu'il y ait une frange de l'électorat qui pense comme ça. Le fait est que nous avons moins de voix que ce que nous avons eu il y a un an. En tout cas, dans les sondages. On verra maintenant dans la réalité, mais dans les sondages. Donc, il faut comprendre où sont partis les gens. Et je pense en effet que il y a deux choses. La première chose, d'abord, c'est qu'il y avait Kahlon, en avril 2019. Donc, il y avait tout un tas de gens qui ont pu voter pour un parti de la coalition de droite sans avoir voté pour le Likoud. Oui. Ce qu'il manque aujourd'hui, c'est un parti qui prenne la place de Kahlon, c'est-à-dire un parti, on va dire, de centre-droite, qui puisse attirer des gens qui n'ont pas envie de voter pour le Likoud, parce que, pour une raison ou pour une autre, parce qu'ils n'aiment pas Netanyahou, parce que j'en sais rien, mais qui seraient prêts à voter pour un parti de centre-droit qui pourrait rentrer dans la coalition. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, la disparition politique de Kahlon a causé du tort, en fait, à la droite et au Likoud. Mais alors finalement, vous n'avez pas l'impression que quelque part, la stratégie de Netanyahou ou de ses conseillers, elle n'est pas particulièrement, on va dire, perspicace, puisque effectivement, le Kahlon a disparu, son parti avait peut-être 4 mandats lors des élections d'avril, mais il a totalement disparu, et que finalement, ce que l'on constate, c'est que lorsque l'on fait des unions entre les différentes formations, la somme des différentes
partis séparés, eh bien, ne correspond pas au total que l'on obtient lorsque les partis sont rassemblés. On l'a vu, on le voit même actuellement à droite du Likoud et on le voit aussi au sein du Likoud. Finalement, est-ce que c'était pas peut-être plus habile justement, par exemple, de proposer à Naftali Bennett et à Ayelet Shaked de se présenter tout seul dans une nouvelle droite à la droite du Likoud, et une nouvelle droite qui justement aurait pu recueillir ceux qui sont déçus de Netanyahou mais qui veulent rester dans la droite nationaliste, et peut-être renforcer un peu tout ce bloc-là et essayer de passer enfin ce fameux seuil des 61 députés? Moi je suis d'accord, hein. Je pense que, vous savez, je pense que c'était une erreur d'intégrer Kachlon au sein du Likoud. Je peux même vous dire que on a été l'année dernière, par l'intermédiaire de l'ancien membre de la Knesset, Ariel Kellner, qui est maintenant 37e sur la liste, mais qui était qui était membre de la Knesset l'année dernière, et nous avons été jusqu'au Bagatz pour empêcher cette union avec Kachlon. Je pense que c'était en effet une erreur politique grave. Mais bon, voilà, c'est pas moi qui décide, que ce que je vous dise, les gens font des erreurs, hein. Alors, est-ce que vous avez le sentiment que on va dire, chez les militants du Likoud, que ce soit à la direction ou même chez les militants de base, eh bien, on est presque résigné en perspective d'un échec de Netanyahou? Non, c'est pas une question d'être résigné. On va faire tout ce qu'on peut pour que le Likoud puisse gagner. Mais c'est vrai que obtenir 61 membres de la Knesset, cette fameuse majorité, ne semble pas être réaliste aujourd'hui. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Maintenant, il peut y avoir un miracle de dernière minute, hein, mais comment vous expliquez, par exemple, Amir, que Netanyahou, au cours des 2 dernières semaines, a rencontré Donald Trump, il a été, on va dire, l'artisan de la présentation du plan de paix américain, ce qui en soi est révolutionnaire. Il a rencontré Vladimir Poutine, il a libéré Naama Issachar, il est allé en Ouganda pour rencontrer le président du Soudan, et que finalement, lorsque l'on regarde les sondages, eh bien, rien ne bouge, pas un député. Eh bien, ça, c'est la grande question, et ça, c'est ce qui est dramatique, je pense, c'est qu'en fait, les gens se sont complètement bloqués, ne sont plus susceptibles de changer d'opinion. J'ai l'impression que les gens... ça, je sais pas. Mais je pense que l'incitation perpétuelle à la haine contre Netanyahou a malheureusement, je pense, réussi, à savoir que peu importe en fait qui fait, peu importe les succès diplomatiques, politiques, économiques ou autres de Netanyahou, ça n'a plus aucune influence sur toute une frange de l'électorat qui n'en veut plus. Et puis c'est terminé. Et puis il y a comment il s'appelle, Lieberman, qui apparemment a réussi à obtenir 2 à 3 mandats de la droite pour les questions surtout qui ont trait à la religion de la laïcité, hein, la religion et l'État. Et donc ces gens-là ne veulent plus revenir au Likoud parce qu'ils veulent plus voir les Haredim, les ultra-orthodoxes. Donc en fin de compte, plus rien ne compte. Donc en fait, on a le meilleur plan diplomatique qui a jamais été posé sur la table du point de vue d'Israël par un gouvernement américain. On a le soutien international pour commencer à annexer en fait une partie de la Judée-Samarie. On a des succès extraordinaires du point de vue vraiment diplomatique, politique, et ça ne bouge personne. C'est inouï. Mais voilà, c'est la réalité. À mon grand dépit, hein, mais est-ce que finalement, face, on va dire à l'image, à ce tableau qui est pas particulièrement optimiste pour le Likoud, eh bien, rétroactivement, il n'aurait peut-être pas été plus habile de soutenir Gideon Sa'ar, qui avait peut-être une chance de rassembler justement cette majorité de 61 députés. Je pense que ce n'était pas le moment. Le moment viendra peut-être dans l'avenir, mais je pense qu'à ce stade, on ne pouvait pas se mettre dans une position où on laissait en fait le système judiciaire et les autres partis décider pour nous qui était le leader du Likoud. Ça aurait eu des conséquences très graves pour l'avenir du Likoud et pour l'avenir de la droite. On ne peut pas accepter que l'opposition mette un veto sur notre leader et sur notre manière interne de nous comporter. Voilà, c'est tout. Donc il n'est pas question. Et puis ma foi, si Netanyahou doit perdre des élections, eh bien qu'il les perde et on ira dans l'opposition. Mais on ne peut pas se permettre de laisser en fait l'opposition nous
nous imposer l'identité de notre dirigeant. Mmh. Donc quelque part aujourd'hui, qu'est-ce que, à votre avis, pour les responsables du Likoud, en tout cas les responsables de la campagne électorale, quel serait le moyen, le levier qui permettrait de réveiller un peu tout cet électorat? C'est une bonne question. Écoutez, je n'ai pas de réponse. Je pose les questions dans l'espoir d'avoir des réponses de votre part. Mais j'ai malheureusement pas de réponse. Je ne sais pas quoi vous dire. Franchement, je suis tout aussi étonné. Vous avez l'air tout à fait pessimiste. Hein, alors, il faut bien l'avouer. Malheureusement, ou alors réaliste. Oui, mais malheureusement, c'est exactement ce que vous disiez il y a une minute. C'est-à-dire, peu importe ce qu'on fait, j'ai l'impression que rien ne change. Alors peut-être qu'on aura de la chance et qu'à la dernière minute, une partie de l'électorat va quand même se décider qu'en fin de compte, il y a quand même l'avenir du pays qui est en jeu et qu'on peut pas continuer ce cirque indéfiniment et aller d'élection en élection tous les 6 mois. J'espère, mais qu'est-ce que je veux, j'ai pas de bâton magique et ma foi, si l'électorat ne veut pas du Likoud, il veut pas du Likoud, et de Netanyahou. Donc, enfin, c'est l'électorat, la majorité, on va dire. Et puis, malheureusement, il faut quand même dire la vérité, c'est que Lieberman est passé à gauche. Je crois qu'avec armes et bagages, on ne peut plus aujourd'hui nier la réalité. Il n'est plus à droite, c'est pas la peine de se voiler la face. Il est vraiment à gauche. Et d'ailleurs, il y a eu une évolution intéressante parce qu'il y a 1 an, il était encore à droite. Il a dit qu'il n'irait qu'avec Netanyahou. Ensuite, en septembre, il a dit qu'il voulait un gouvernement d'union nationale. Qu'il ne dit presque plus maintenant. Il dit de manière assez claire. Il a l'air de dire qu'au contraire, il a même dit hier que c'était pour lui improbable qu'il y ait un gouvernement d'union. Oui. Donc il bouge graduellement. Il ne le fait pas de manière violente et d'un jour à l'autre, mais on voit qu'il est en direction de la gauche. Je pense qu'aujourd'hui, il préfère être dans un gouvernement avec Meretz plutôt que d'être dans un gouvernement avec le Likoud. C'est triste à dire, mais c'est la réalité. Et ce que moi je trouve inouï, c'est que son électorat, qui est tout de même un électorat de droite, va avec lui malgré ça. Et moi, ça c'est quelque chose que je dois dire, je ne comprends pas. On a vraiment affaire à un électorat qui va aveuglément avec Lieberman. En fin de compte, peu importe ce qu'il fait, ce qu'il dit, ça change rien, les gens sont avec lui, point. Donc, ma foi... si c'est la situation, on va avoir une situation où on a un gouvernement, où on n'a pas de gouvernement, parce qu'on risque de continuer cette situation où tout le monde est bloqué, ou alors on risque d'avoir un gouvernement de gauche. Donc quand je dis un gouvernement de gauche, c'est avec Lieberman, qui est de gauche, et un gouvernement minoritaire de gauche, soutenu par le parti arabe unifié, la liste arabe unifiée, et c'est ce sera tout de même incroyable, parce qu'on aura en fait une alliance objective. Alors évidemment, il le dira peut-être pas de manière ouverte, mais enfin, dans les faits, on aura un gouvernement de gauche avec Lieberman, soutenu depuis le dehors de la coalition par les Arabes, et voilà. Et le Lieberman sera très content, et ça lui posera aucun problème. Le cynisme absolu de cet individu, je dois dire, m'effare, mais bon, son cynisme, c'est son cynisme. Ce que je ne comprends pas, c'est les gens qui votent pour lui. Parce que si on arrivait à ramener, je sais pas, d'au moins 2-3 mandats, voire peut-être un peu plus, peut-être que ça, en fin de compte, ça l'obligerait aussi à être un peu plus réaliste et revenir à droite, ou je sais pas, mais les gens vont avec lui, ils en ont à peu près rien à faire de ce qu'il fait, de ce qu'il dit, voilà, ils sont avec lui, point. Ma foi, si c'est comme ça, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, Amir Weidman, on a bien compris que vous n'étiez pas particulièrement optimiste, donc à moins de 4 semaines des élections. On verra comment la campagne va se développer. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir été aussi franc avec nous ce matin sur Studio Kalita. On vous souhaite bonne journée. Avec plaisir. À bientôt. Merci.